Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. On parlait juste avant des mesures de pouvoir d'achat. On parlera aussi après des retraites. Il y a les mesures sucrées, puis un petit peu avant les mesures un peu plus salées. Vous en pensez quoi de ce paquet? On n'en sait pas. Voilà, il y a quelques bribes. On ne sait pas encore le contour de ce paquet pouvoir d'achat, mais voilà, vouloir aller vite. On sent un exécutif qui veut aller vite sur ces mesures de pouvoir d'achat. C'est une bonne chose, ça. J'ai écouté avec attention votre expert, Monsieur Raphaël Legendre, et j'ai effectivement la même analyse sur les dispositifs qui sont prévus, ou en tout cas annoncés. Il y a une urgence sur le pouvoir d'achat, ça c'est incontestable, et en particulier pour les salariés, et évidemment plus encore pour ceux qui sont à la traîne du point de vue des augmentations de salaire. Raphaël Legendre évoquait notamment la fonction publique. Oui, le dégel du point d'indice. Voilà, donc là il y a une urgence absolue. Vous applaudissez là? J'applaudis si tant est qu'on sache de combien l'indice en question sera relevé. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui un professeur... Qu'est-ce que vous souhaitez? Une illustration, un professeur des écoles, on a beaucoup parlé de la rémunération des enseignants ces temps derniers, à certains moments, il est à 111% au-dessus, il est à 111% du SMIC en début de carrière. Comment vous attirez un professeur d'école, un professeur certifié à de tels niveaux de salaire? Beaucoup de salariés de la fonction publique territoriale sont en catégorie C et les premiers échelons sont rattrapés aujourd'hui par le SMIC. Ce qui veut dire que pour ces agents, ce qu'on appelait le GVT, vous savez, le glissement vieillesse technicité, qui est la part de la masse salariale qui évolue du fait de l'ancienneté des agents au fur et à mesure qui montent en échelon, qui gagnent un peu en ancienneté, eh bien ce GVT, il est complètement bloqué parce que pour beaucoup de ces agents, il va falloir plusieurs années, 6, 10 années, pour pouvoir enfin atteindre un échelon qui dépassera le SMIC. Ça veut dire qu'ils seront bloqués de leur entrée dans la vie active jusqu'à ces 10 années parfois, pour décoller du SMIC. Donc, après 10 années du gel du point d'indice, urgence. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Eh bien, qu'il y ait une revalorisation conséquente. De combien? On part d'un bilan de 22% de retard de pouvoir d'achat avec ce gel accumulé au fil des ans. Donc, entre rien qui est aujourd'hui, ce qui a été décidé ces 5 dernières années, et 22%, vous voyez qu'il y a une large marge. Donc, je ne vais pas négocier à la place des syndicats de la fonction publique, mais il y a une urgence et ce n'est pas un petit dégel dont on a besoin aujourd'hui. C'est une vraie politique de revalorisation à la fois de la rémunération générale des fonctionnaires et en particulier des carrières et des déroulements de carrière. Réindexation aussi des retraites, aide pour les gros rouleurs, encore une fois, dans l'automobile, pour pas que tout le monde touche, effectivement, bénéficie de ces baisses de TVA, ou en l'occurrence de cette remise, pour être plus précis, de 18 cents sur le litre d'essence à la pompe. C'est mieux de cibler les aides? Il y a deux types de dispositifs importants et urgents dans la conjoncture actuelle. Il y a effectivement tous ces dispositifs boucliers tarifaires ou remises sur le prix de l'essence. Bon, ça permet de bloquer l'augmentation des prix pour la population en général. Mais on sait que derrière, il y a l'impact sur d'autres produits de l'augmentation des coûts de l'énergie, y compris en matière de transport, sur l'alimentation aujourd'hui, avec peut-être aussi un impact sur certains produits de la météo, comme on l'a connu l'année dernière à la même période. Donc, il y a des dispositifs qui doivent permettre de freiner l'augmentation du coût de la vie, mais il y a des réponses en matière d'amélioration du pouvoir d'achat. Alors, certes, indemnité inflation, on a eu. Aujourd'hui, dans celles qui sont a priori dans le pipe, dans les tuyaux. Il va y avoir la prime pouvoir d'achat, la réindexation, ça c'est nécessaire, y compris pour les pensions de retraite. Ça c'est indispensable. On ne sait pas à quel niveau. On ne sait pas à quel niveau, mais les 4%, ça n'est jamais que du rattrapage pour les pensionnés de l'inflation passée. Comme d'ailleurs sur le SMIC, on n'a eu que l'augmentation réglementaire. Les 2,65% au 1er mai, ça ne sera que le rattrapage de l'inflation passée. Ça n'anticipe pas sur l'augmentation des prix qui continue. Donc c'est pour ça que nous demandons, nous, un coup de pouce sur le SMIC significatif, parce que c'est permettre d'anticiper sur l'évolution des prix à venir et c'est un moyen aussi de booster les négociations dans les conventions collectives, dans les entreprises et la même chose sur les pensions. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que le problème que l'on a, évidemment, tout ce qui est prix est bon à prendre, mais
on a des politiques depuis de nombreuses années, au nom de la politique de l'offre, de la compétitivité, qui tentent à exonérer les entreprises finalement de devoir rémunérer à sa juste valeur le travail. Et c'est la raison pour laquelle nous appuyons sur la nécessité de répondre aux questions de pouvoir d'achat par les augmentations de salaire, sachant que le salaire, c'est rémunérer le travail, mais c'est aussi permettre de financer la sécurité sociale et les retraites. C'est à la main des employeurs, ça. Le salaire, c'est pas... Oui, c'est à la main des employeurs, mais si vous faites voulez conditionner les aides si on augmente le SMIC, on réouvre les négociations dans les entreprises pour répercuter l'impact sur les négociations de l'augmentation du SMIC. En termes de conditionner effectivement tous les dispositifs d'aide publique à des négociations de salaire, oui. Et puis il faut lever les freins à la négociation qui ont été introduits par les dispositifs d'allègement de cotisation auxquels les allègements Fillon, auxquels se sont ajoutés la transformation du CICE en allègement supplémentaire sur les cotisations, qui fait que quand on se retrouve à négocier les salaires dans les conventions collectives, les employeurs freinent dès que les salaires arrivent au plafond qui leur donne droit aux allègements de cotisations. Et on a un tassement, du coup, des salaires dans les bas de grille. Et ça, c'est un vrai problème. Les employeurs vous diront qu'il faut baisser les cotisations patronales sur les salaires plus élevés. Les employeurs, ils ont la flat tax, ils ont la baisse de l'impôt sur les sociétés, ils ont eu de la baisse et ils vont avoir, si j'entends le gouvernement, de la baisse des impôts sur la production. Ils ont, je vous le disais, les allègements de cotisations. Bref, c'est ça aussi qui on grève reste gratis du côté des employeurs. C'est ça aussi qui grève les comptes sociaux. Bien sûr que ça grève les comptes sociaux. Quand on dit les comptes sociaux, notamment les retraites, on va en parler, ne sont pas équilibrés. Il y a ça aussi. Bien évidemment. Le corps a très bien mis en avant que le déficit, en dehors de la période qui vient de se passer avec la pandémie, mais auparavant, le déficit principal des régimes de retraite venait de la contrainte qui pèse sur la rémunération des fonctionnaires. Donc c'est très clair que c'est... Vous savez, c'est toujours pareil. Un équilibre, c'est les deux côtés de la balance. Et il y a ce qui rentre, les recettes, et il y a ce qui sort, les prestations de retraite. Eh bien, il faut agir sur les recettes également. Et agir sur les recettes, c'est augmenter les salaires, c'est augmenter la part de cotisation qui finance. Revoir les questions d'allègement, c'est réintroduire le rôle de la rémunération dans le financement de la sécurité sociale. Bon, après le pouvoir d'achat, il y aura un autre gros morceau. Ça sera sûrement après l'été. Mais c'est déjà un sujet de cette campagne des législatives qui n'a pas commencé, mais qui est déjà dans les esprits, avec la retraite. Est-ce que vous redoutez, post-élection, post-second tour, qu'Emmanuel Macron considère ces 58% comme un blanc-seing, comme en tout cas un vote d'adhésion à son programme? C'est exactement ce contre quoi j'avais mis en garde, moi, pendant la période de la campagne électorale. J'avais dit attention à ne pas vouloir faire de l'élection présidentielle un référendum ou un pseudo-référendum sur les retraites. Pour une raison simple, d'abord, c'est que beaucoup de ceux qui votent pour tel ou tel candidat, et a fortiori au deuxième tour, ce qui a dominé le débat dans l'élection entre les deux tours, et déjà auparavant d'ailleurs, c'était le barrage à l'extrême droite. Et beaucoup de ceux qui ont apporté leur suffrage à Emmanuel Macron ont sans doute voté pour des tas de raisons, celle-ci entre autres, mais pas pour le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Rappelez-vous qu'en 2017, c'était déjà une des mesures phares de son programme, le projet de système universel de retraite par points. Et il a dû faire le constat que, la majorité des syndicats, des salariés et de la population, finalement, voilà. Donc les gens n'avaient pas voté pour cela, parce qu'ils ne comprenaient pas d'ailleurs, et d'ailleurs lui-même a fini par reconnaître que c'était un système extrêmement complexe. Donc je souhaite que, là encore, on ne commette pas cette erreur. Les 5 confédérations syndicales représentatives de ce pays sont contre. C'est assez rare pour le souligner quand même. C'est assez rare pour le souligner, donc je crois qu'il faut que ce soit entendu. Et si on nous parle de nouvelles méthodes... Alors justement, j'y viens, nouvelle méthode, nouvelle gouvernance. Je crois que c'est Philippe Martinez qui dit ce matin à propos justement d'Emmanuel Macron qu'à chaque crise, il nous dit qu'il allait changer, et c'est pour moi c'est du réchauffé. Vous êtes de son avis à propos justement de... sur le réchauffé, j'en sais rien, mais moi ce que je dis au président de la République... La nouvelle méthode, ça ne peut pas être, la concertation, ça ne peut pas être. La décision est prise et nous vous invitons à venir la mettre en œuvre. Non, ça ne marche pas parce qu'il y a un problème sur le bien fondé de la décision. Et ça, c'est très important. Quand je dis il faut qu'on soit entendu, qu'on tienne compte de ce que nous disons. Pourquoi ? Parce que si nous disons que nous sommes contre le recul de l'âge de la retraite, et en l'occurrence de l'âge légal de la retraite, ce n'est pas simplement un slogan.
Et je crains fort d'ailleurs que l'idée de dire on va porter l'âge légal de la retraite à 65 ans fut en réalité un slogan de campagne électorale et non pas forcément fondé sur les sujets précis de la retraite, de la gestion des retraites et de l'équilibre financier des retraites. Parce que justement, nous avons des arguments fondés et j'aimerais qu'on les entende. Quels sont les chiffres, encore une fois, à horizon 2030? Qu'on puisse débattre clairement. Quel sera le trou en horizon 2030? C'est 7 milliards, 7-8 milliards, c'est ça? On a aujourd'hui un déficit qui, je vous le disais, est dû d'une part de manière structurelle au fait qu'on a maîtrisé le gel du point d'indice des fonctionnaires, on a bloqué les salaires des fonctionnaires. Il y a eu des réformes dans le passé aussi qui sont montées en puissance. Et qui non, mais une part du déficit venait de là. Donc c'est un problème de recette qui vient du déficit de rémunération des fonctionnaires. Bon, il y a un déficit supplémentaire qui s'est ajouté avec la crise, la pandémie, l'arrêt de l'économie en partie, qui a freiné les recettes des caisses de sécurité sociale. De pérennité. Aujourd'hui, ça remonte les recettes avec la reprise de l'activité économique. Et on sait qu'avec les réformes antérieures, il ne faut pas oublier que d'ores et déjà... Sur 2021, on a 3 milliards d'euros de déficit. Oui, sur 2021. Sur la retraite, hors complémentaire. Oui, mais il faut avoir en tête qu'on est déjà à 62 ans pour partir, à l'âge légal, 67 ans, l'âge du taux plein, quand on n'a pas la durée d'activité, et 43 ans bientôt de durée de cotisation requise. Autrement dit, avec ces dispositifs, avec le fait qu'on a désindexé les pensions des salaires pour les indexer sur l'inflation, qui fait qu'il y a un retard aussi en termes d'évolution des pensions. Aujourd'hui, les prix vont plus vite que l'inflation. Et le fait qu'on y a ajouté la CSG sur les pensions, à partir de 2030, le poids des pensions, nous dit le corps, va baisser par rapport au PIB et à terme, on devrait même voir diminuer de 2 points de PIB. Baisser parce que les pensions ne sont pas revalorisées assez vite par rapport aux revenus des actifs. Oui, parce qu'on va avoir passé le cap du baby-boom. Il faut avoir en tête aujourd'hui que ceux qui sont à la retraite aujourd'hui sont pour leur grande majorité des salariés qui ont eu des durées d'activité complètes. Ce qui est de moins en moins le cas. Financièrement, en 2030, quel sera le trou? C'est juste qu'on voit bien c'est quoi le chiffre? Il faut le cumuler sur le déficit actuel jusqu'à 2030. Alors moi, je n'ai pas fait l'addition, mais... Donc il y a un sujet, il y a quand même un sujet. Oui, il y a un sujet, mais la réponse, elle n'est pas... Moi, je pense qu'il y a une réponse conjoncturelle à donner. On a fait, je vous le disais, la flat tax, les dividendes sont à des niveaux records. Je pense qu'il y a un problème de fiscalité. C'est 2 ou 3 milliards par an la flat tax. Oui, mais ça se cumule avec... Attendez, le CICE, c'était 20 milliards par an. Et ça a été transformé en allègement de cotisation. Les aides publiques aux entreprises... Et c'est ce qui fait que l'emploi aujourd'hui, les aides publiques, on a créé beaucoup d'emplois. Ah bon? Grâce à ça? Ça n'a pas aidé la création d'emplois. Non, c'est pas vrai. Jamais on a pu démontrer que ni le CICE, ni les allègements de cotisation n'avaient permis de au moins maintenir de l'emploi et d'en créer. Alors là, personne ne l'a démontré. Par contre, ce qu'on sait, c'est ce que ça représente. C'est avant même la pandémie, c'était 140 milliards d'euros chaque année au bas mot. C'était le ministre des Comptes publics Darmanin qui l'avait évalué, les aides publiques aux entreprises, sans qu'on soit capable d'en mesurer l'efficacité en matière d'emploi. Donc, je pense qu'il y a une mesure d'urgence en termes de fiscalité. Il faut taxer effectivement les hauts revenus, les revenus financiers en particulier, pour ramener de la richesse qu'on peut redistribuer de manière urgente, parce que ce n'est pas le mode de financement régulier évidemment, mais de manière urgente pour combler ce déficit conjoncturel. Et ensuite, la réponse, mais c'est ensuite et maintenant, c'est l'emploi et la qualité de l'emploi. Parce que quand le gouvernement nous dit on va reculer l'âge de départ à la retraite, mais évidemment, ça va nous obliger à améliorer l'emploi des seniors, moi je dis commençons par résoudre le problème de l'emploi des seniors. Commençons pour résoudre les deux en même temps aussi. On peut avancer sur les deux dossiers en même temps. Mais pourquoi vous voulez absolument faire que les gens doivent partir plus tard à la retraite alors qu'ils n'ont, pour la plupart d'entre eux, déjà plus d'emploi à 62 ans ou 63 ans? Je crois que c'est la moitié, c'est ça le chiffre. Au moment où vous liquidez votre retraite, en moyenne, 1 sur 2 n'est plus en emploi. Exactement. Donc, si vous reculez l'âge de la retraite, ceux-là ne seront pas plus en emploi. Ils vont subir une décote supplémentaire. Ils seront au chômage. Ils seront au chômage, ils subiront une décote supplémentaire. Et donc ça grève les comptes de l'assurance chômage. Ça grève sur les retraites. Exactement, d'un côté ou de l'autre. Voilà, et les autres qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués, parce que vous avez des emplois qui ne permettent pas physiquement, psychologiquement. Une aide-soignante, vous allez la faire travailler jusqu'à 65 ans? Non. Donc,
ces emplois-là vont finir où? Dans l'incapacité, dans l'invalidité. Donc, ce qu'on ne payera pas en termes de retraite, de toute façon, il faudra le prendre en charge au titre de l'invalidité et la capacité. Donc, encore une fois, il faut travailler, améliorer la qualité de l'emploi, revaloriser les salaires. Et je maintiens que les jeunes doivent pouvoir rentrer avec un emploi pérenne, à temps plein. Tous les deuxièmes lignes qui sont avec des temps partiels, confinés au SMIC, en situation précaire pour beaucoup d'entre eux, ce sont plus souvent des femmes, évidemment, le moment venu à la retraite, ça ne le fait pas et ça ne contribue pas à financer correctement. Il y aura une concertation, il y aura une grande conférence sociale, mais souvent il n'en sort pas grand-chose depuis, pardon, faut le dire. Hein. Oui. On est juste, we agree to disagree, les Américains sont forts avec cette formule, on est d'accord sur le désaccord, c'est juste ça. Oui, c'est des grandes messes. C'est un jour sans fin, on va revivre encore les mêmes trucs. On dit souvent c'est des grandes messes. Moi, ce dans quoi je ne marcherai pas, c'est essayer de nous faire prendre des vessies pour les lanternes. Parce qu'on nous dit on va faire une conférence pour voir que avec financement des progrès sociaux. Voilà. Financement, et c'est malin quand même. Financement des progrès sociaux. C'est nous dire on met tout sur la table. Ouais. On vous fait travailler plus longtemps, on fait des économies et au passage, et on les réinvestit dans des avancées sociales. Écoutez bien l'argument quand même. C'est pas un bon deal ça? Ouais, écoutez bien l'argument. Ça veut dire que c'est pas le problème du déséquilibre financier des retraites, puisque reculer l'âge de la retraite, c'est pas pour rééquilibrer le régime, c'est pour faire des économies, pour financer autre chose. Donc ça veut dire que bien l'argument qu'on nous a sorti, qu'on nous a balancé pendant toutes ces années, il ne tient pas, c'est ça? Le corps, de toute façon, l'a dit, on vient d'en parler à l'instant. Donc, moi, je ne marche pas dans le fait qu'on nous dise, là, on recule pour soi-disant avancer ici. Non, on traite les sujets séparément. L'idée, c'est de travailler pour financer, encore une fois, de nouvelles dépenses sociales, les revalorisations, les minimums de pension à 1100 €. Pour vous, ça, c'est pas acceptable. Mais on voit bien aujourd'hui que la reprise de l'activité économique, une contrepartie, demander des la efforts, reprise de l'activité économique favorise les recettes des régimes et des comptes sociaux. Ça ralentit, mais avec la crise en Ukraine, l'équation a un petit peu changé. Hein. D'accord, mais si la croissance ralentit, ça va peser sur l'emploi et on ne résoudra pas le problème de l'emploi en disant à ceux qui en ont, vous allez travailler plus longtemps et ceux qui n'en ont pas resteront plus longtemps sans emploi. Si Emmanuel Macron cherchait à vous amadouer ou le prochain gouvernement en disant voilà, pourquoi pas on pourrait augmenter les cotisations éventuellement ça c'est un sujet patronal encore une fois, ou salarial d'ailleurs pour pérenniser en tout cas. Mais la question du financement, ça pourrait vous aider à faire passer la pilule ou pas? Non, ça ne fera pas passer la pilule. C'est une des solutions pour ne pas avoir à reculer. Je vois pas comment tout ça. Je vois pas la porte de sortie parce que tous les syndicats sont contre. La porte de contre. sortie, c'est redistribuer la richesse produite par l'activité économique au travail et non pas au marché financier. C'est ça la porte de sortie. On a des marchés financiers, je crois l'avoir déjà expliqué ici, qui sont déconnectés de la vie réelle, de l'économie réelle. On voit bien, on a des records sur les dividendes, on a des records sur les indices boursiers. Ça a baissé depuis, ça a largement baissé. Ça baisse de combien? On est où au CAC 40 aujourd'hui? Aux alentours de 6 000. Même si on est un peu en baisse. On est à 5 500, 5 600. 5 500. C'est quand même dans les plus hauts niveaux. On était à 7 000 il y a encore quelques mois. Oui, mais c'est quand même... Oui, mais les 6 000, ça restait des records antérieurs à la crise de 2008. Donc on est revenu à ces niveaux-là. Dans une période de crise majeure, la pandémie, et aujourd'hui ça baisse parce qu'il y a la guerre, effectivement, qui, avec ses horreurs, ses exactions, y ajoute des tensions sur l'économie mondiale. Donc oui, ça rebaisse, mais il n'en demeure pas moins qu'on a versé des dividendes records sur l'année qui vient de s'écouler. Bon, eh bien, il faut redistribuer de la richesse. Ça vient compenser 2 années, il n'y en a pas eu. À la population. Ça a compensé des années de crise, pendant la crise, où il n'y avait pas de dividendes. Les pauvres malheureux, oui. Ils n'ont pas de salaire, les actionnaires. Non, bien sûr, ils sont très malheureux. Il y a beaucoup d'actionnaires qui sont tombés dans la grande pauvreté ces derniers temps. Non, il y a aussi beaucoup de petits actionnaires. Il y a des petits actionnaires aussi qui ont des petits PEA, des petits comptes titres. Oui. Derrière. Chacun fait comme il l'entend. Il n'y a pas que des millionnaires ou des milliardaires chez les actionnaires. Je suis d'accord. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous pensons que la rémunération du travail, ça doit passer d'abord et avant tout par le salaire et non pas par de la participation à la prise d'action ou autre. D'ailleurs, je crois que c'est dans le programme du président d'avoir le dividende salarié, c'est ça? C'est l'idée de dire que pas de dividende pour l'actionnaire si derrière il n'y a pas des engagements, notamment en termes de primes. Oui, mais ça, c'est toujours un piège, parce que ça veut dire que vous voulez associer le salarié à l'intérêt d'améliorer... Au succès de l'entreprise. À l'intérêt d'améliorer les dividendes. Non, le succès, ça ne se mesure pas par le versement de dividendes. Ça se mesure autrement, par
l'innovation, par l'investissement, Oui. par l'élargissement des marchés. Effectivement, ça crée de la richesse. Et la question qui se pose derrière, c'est Création de comment richesse, on oui. redistribue Oui, cette création de richesse richesse au sens entre large. ceux qui sont les entrepreneurs. Le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que nos employeurs sont de moins en moins souvent les entrepreneurs. Sont plus souvent les entrepreneurs, en réalité, le patron qu'on rencontre au quotidien, le salarié de l'actionnaire. C'est ça la difficulté. Et qui est sous la contrainte et les directives des actionnaires. Bon, et Adrien Quatennens de la France Insoumise appelle à manifester le 1er mai contre la réforme des retraites. Vous en serez, vous y êtes favorable? Adrien Quatennens, il manifestera comme il l'entend, comme tout salarié ou citoyen. FO, chaque 1er mai, d'abord, je le rappelle, le 1er mai, c'est pas simplement le 1er mai 2022, c'est une journée depuis plus d'un siècle internationale de solidarité entre les travailleurs, entre les syndicats. Et on en a particulièrement besoin aujourd'hui de soutenir. On est très en contact avec les deux syndicats, les deux principaux syndicats en Ukraine. On a mis en place des fonds de solidarité, des dispositifs de solidarité. On est très inquiet puisque des responsables syndicalistes en Biélorussie viennent d'être arrêtés et à l'évidence, parce qu'on leur reproche leur opposition à l'implication de la Biélorussie dans la guerre en Ukraine. Il y a également des responsables syndicaux qui sont emprisonnés aujourd'hui à Hong Kong pour avoir participé aux manifestations pro-démocratie, la situation en Afghanistan. Donc, ce 1er mai, on manifestera aussi la solidarité comme on le fait chaque année, et cette année particulièrement. Mais évidemment, cette année, on va aussi rappeler ce qu'on vient d'évoquer, les urgences en matière de salaire, sur le pouvoir d'achat, notre opposition au recul de l'âge de la retraite. Mais ça, je l'avais dit, nous l'avions dit, FO, avant la campagne présidentielle, pour que personne ne soit surpris. Ouais. On l'a dit pendant et on le dit aujourd'hui. Et ce n'est pas un combat que vous mènerez, vous, la centrale le mènera, mais pas vous, puisque vous avez fait un mandat, oui, et vous n'avez pas souhaité rempiler. C'est fin mai, il y aura un congrès, c'est ça? Exactement, fin mai, le congrès de la Confédération, 4 années après le précédent, verra l'élection de nouvelles équipes. Et puis, il y aura un nouveau secrétaire général parce que j'ai pensé qu'on était dans une situation où la Confédération Force Ouvrière, FO, est en pleine forme et est en situation... Qu'est-ce qu'il faut dire que FO est en pleine forme? Parce qu'on a un rassemblement de l'ensemble de nos militants, nos adhérents, qui estiment qu'on a été à la hauteur de ce que l'on attendait de notre confédération sur le sujet des retraites, sur le sujet des salaires, dans une période très difficile, très troublée, ouais, avec un mouvement des Gilets jaunes qui a interrogé le rôle des syndicats, avec la pandémie, évidemment le dossier du système universel de retraite par points, aujourd'hui la guerre en Ukraine, avec ses conséquences, à nouveau les questions de pouvoir d'achat, où on arrive à rediscuter de ce qu'est le salaire, de ce qu'est la rémunération du travail. Et donc, l'ensemble des militants, des délégués, estiment que FO est là où elle doit être, un syndicat, tout un syndicat. Certains de vos collègues ont même écrit qu'on avait remis FO au centre du jeu social. On est un interlocuteur important sur les questions sociales, sur les questions économiques. Et donc, et je vous pense que... ne regrettez pas de ne pas remplir alors? C'est votre choix? Non, je ne regrette pas parce que ce n'est pas simplement un homme ou une femme. Une confédération Force Ouvrière, c'est une équipe. Et donc, notre choix, c'est de mettre en place une équipe qui va se projeter dans l'avenir en s'appuyant sur ce que nous avons réussi. Et moi, si on a besoin de moi à un moment ou à un autre, évidemment que je resterai disponible. Il y a un dauphin? Non, le dauphin, c'est l'équipe qui va se mettre en place dans cet esprit de rassemblement, d'unité, et j'ai dit d'ambition et d'esprit de conquête, à la fois pour faire grandir FO et faire grandir FO pour améliorer notre efficacité sur le plan social. Bon voilà, merci de passer nous voir. Yves Verrier, donc merci secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.